moi je vais vous parler uniquement de la région du centre-nord du Burkina Faso, de la province de Kaya. Alors, la province en Burkina Faso, c'est l'équivalent du département chez nous. Je suis bénévole donc au Secours catholique et je suis en charge de l'action internationale. C'est la raison pour laquelle je suis allé 2 fois au Burkina Faso, une première fois en 2014 et j'y suis revenu au mois de décembre 2018 pour l'inauguration d'un forage, c'est-à-dire parce que nous soutenons, le Secours catholique soutient là-bas et finance un projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. C'est un projet qui est quand même de 1 300 000 €, avec le soutien de l'agence Rhône Méditerranée Corse, l'agence de l'eau qui opère dans la région ici, avec le soutien aussi de la région Occitanie, du département de l'Hérault et de Montpellier Méditerranée Métropole. Il y a 13 régions administratives, 45 provinces, et où cohabitent 60% de musulmans. Voilà, ne regardez pas le détail près, mais à peu près 60% de musulmans, à peu près 25% de chrétiens et environ 15% d'animistes. Mais bien que les Burkinabés le savent, d'abord tout le monde est animiste au Burkina Faso et ensuite on est musulman, on est chrétien, etc. Voilà, alors le nord-est que je connais un peu mieux, puisque j'y suis allé 2 fois comme je vous ai dit, est un climat sahélien, avec une saison sèche qui a tendance à s'allonger de plus en plus, de 6 mois, elle passe à 8 souvent, et où l'agriculture est le moyen de subsistance prioritaire, quoi. Le Burkina Faso est le verrou stratégique pour bloquer l'expansion terroriste vers le sud. Depuis 2015, les attaques ont fait plus de 800 morts. Environ 560 000 et peut-être plus de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Burkina Faso, donc fuyant le nord pour se réfugier dans les villes où ils se sentent plus en sécurité. 3 groupes terroristes opèrent, d'après les informations que je peux avoir, 2 qui sont au nord et rattachés à Al-Qaïda, et le groupe État islamique au Grand Sahara qui frappe à l'est en provenance du Niger. Au tout début, ils ciblaient essentiellement les responsables religieux, les lieux de culte chrétiens et musulmans, mais pas que ça, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que dans les villages, il y a quelquefois aussi des rivalités ethniques qui se font jour, hélas. Dans le village dans la commune de Barsalogho, alors une commune au Burkina Faso, c'est l'équivalent d'une communauté de communes chez nous, c'est-à-dire ça regroupe pas mal de villages, ça peut regrouper de l'ordre de 40 à 100 villages, donc ça fait une population assez importante, qui est très dispersée bien sûr dans la Rousse. Et donc nous étions à 40 km de Kaya, à Barsalogho, pour aller inaugurer un forage que nous avions financé. Et il se trouve que 3 semaines plus tard, le 1er et le 2 janvier 2019, un village de cette commune, où il y a eu l'assassinat du chef de village et de son fils, il y a eu des représailles qui ont fait officiellement 40 morts, et certainement beaucoup plus d'après les témoins. Ce fut le début d'attaques répétées de djihadistes venus du Mali dans cette commune, où nous avions donc financé à la fois le forage et aussi des latrines. Il se trouve que le 4 décembre, jour où nous étions partis donc de Kaya pour aller dans ce village de Barsalogho, lorsque nous sommes montés dans les voitures, j'ai remarqué que derrière nous il y avait un pick-up avec 6 militaires. Traumatisé, je pense, mais il nous a dit bon, nous allons en brousse, alors il est peut-être préférable qu'on joue la sécurité. Et vous voyez, 1 mois plus tard, dans ce coin-là, voilà, on aurait pu être pris. En mai 2019, puisque bien sûr, après cet événement, on est resté en rapport avec nos amis là-bas. Bon, aujourd'hui, on a quand même des moyens assez faciles de rester en communication. En mai 2019, il y a eu l'attaque d'une église, toujours dans le diocèse de Kaya, qui a fait 6 morts, dont un prêtre que j'avais rencontré là-bas, que je connais donc.
Et le nouvel évêque qui venait d'être nommé a assisté aux funérailles. Et d'après les témoins, lorsque les terroristes s'adressaient aux villageois, c'était en Mossi, c'est-à-dire dans la langue locale. Et lorsqu'ils se parlaient entre eux, c'était en Peul. Au mois de juillet, d'autres catholiques avaient été tués et on m'a précisé que les habitants de 45 villages avaient déserté leur maison par crainte des attaques. Et dans ces cas-là, ben, ils laissent tout et ils redescendent vers la ville de Kaya. Au 1er août, je prenais des nouvelles de l'abbé Adelph, parce que Secours catholique, nous avons un partenaire qui est l'équivalent du Secours catholique là-bas. Ici, le président du Secours catholique, c'est un laïc, là-bas, c'est un prêtre. Donc l'abbé Adelph, qui est le secrétaire exécutif de l'association, me dit « Nous sommes obligés de réduire nos congés pour porter secours. Plus de 50 000 personnes sont réfugiées à Kaya. » Le 20 août, il y a eu l'attaque d'un convoi militaire proche de la frontière du Mali, il y avait de nombreux morts, et qui aggravaient encore le sentiment d'insécurité et d'abandon dans la région. Au mois d'octobre, on dénombrait, donc octobre 2019, 500 000 personnes qui avaient fui les villages du Nord en raison des attaques terroristes répétées. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés commençait à sonner l'alarme d'une crise humanitaire qui touchait plus d'1,5 million de personnes. Moi j'ai vu des vidéos qui me sont parvenues par l'intermédiaire de Burkinabés qui habitent ici à Montpellier. Et c'était des images assez insoutenables de ce que se vivait dans la brousse. Et notre partenaire est en première ligne dans cette situation catastrophique, car Kaya étant la seule grande ville sur la route du Sud, c'est considéré comme un refuge par les gens qui fuient les exactions. La veille de Noël, à Arbinda, c'est encore plus au nord de Kaya, c'est proche de la frontière avec le Mali. 7 militaires et 35 civils ont été tués, dont 31 femmes. Et comme c'était la veille de Noël, le jour de la messe de Noël, le gouvernement a demandé à tous les catholiques, tous les religieux, pardon, d'avancer l'heure de la messe. C'est-à-dire que ça n'a plus été la messe de minuit, comme c'est habituellement là-bas. Elle a été à 19 h, et pour la première fois, m'a dit le père Adelph, nous avons été fouillés à l'entrée de la cathédrale. Voilà, on peut dire que c'est quand même un certain traumatisme pour les populations qui sont là-bas, même si elles comprennent que la sécurité passe par là, sûrement. Les populations se déplacent à pied, vous vous en doutez, en fuyant le nord, souvent plus de 100 km à faire. Dans cette zone du Sahel, tout s'effondre. On recense au mois de décembre 2100 écoles qui ont été fermées. Et mes amis là-bas me disent les terroristes nous ciblent parce que nous enseignons en français et ils se déchaînent contre la culture occidentale, bien sûr, parce que tout ce qui représente la culture occidentale est ciblé. Donc pour eux, résister, c'est sensibiliser les différents groupes à la solidarité, comme c'est le cas envers les populations déplacées, puisque les populations déplacées, vous allez le voir là maintenant, je vais vous en parler, sont l'objet de beaucoup d'attention de la part de nos amis là-bas. Le 17 janvier dernier, j'ai eu un entretien, enfin nous étions au Secours catholique avec des collègues et on a eu un entretien par WhatsApp avec l'abbé Adelph, donc on a pu le voir, parler avec lui, parler avec ses amis. À cause de l'insécurité dans la zone nord, l'équipe vit une situation nouvelle et elle doit s'adapter avec un mode de vie et des déplacements qui sont déjà très limités. Les projets en cours dans certains villages ont été stoppés. Quand on parle des projets en cours, pour nous, c'est des projets qui sont liés à ce projet d'accès à l'eau, parce qu'il y a deux villages qui sont concernés dans le domaine dans la province de Kaya. Kaya, me dit-il, est assez calme.
Actuellement, donc le 17 janvier, il y avait même une mission italienne qui était présente, donc ça prouve qu'on peut quand même aller là-bas. La province de Kaya est la première région militaire du pays, néanmoins, à partir de 30 km au nord, c'est l'insécurité. Le couvre-feu a été décrété pour des gros engins entre 18h et 6h du matin, car souvent ce sont des véhicules dans lesquels se déplacent les terroristes, donc tout ce qui est pick-up, etc., tout ça c'est interdit de circuler entre 18h et 6h du matin. Et là, au mois de janvier, on nous dit que c'est 100 villages qui ont été vidés de tous leurs habitants. Les champs sont désertés et la population à Kaya a triplé lorsque Kaya c'est 70 000 habitants à peu près, l'équivalent de Béziers. Et aujourd'hui, c'est 200 000 habitants à Kaya. Et en plus, il me disait, la majorité est perdue parce qu'ils ne retrouvent pas leur mode de vie qu'elles connaissaient en brousse. C'est sûr que pour des gens qui se trouvent brutalement venir de la brousse, avec leur mode de vie à eux et se retrouver en ville, avec la proximité, tout ce que l'on peut imaginer, c'est sûr que c'est des populations qui sont très troublées. Alors, nos partenaires locaux qui étaient focalisés surtout sur le développement, je vous parlais de l'accès à l'eau, se retournent maintenant sur l'humanitaire, le sanitaire et l'alimentaire. La population déplacée a été logée dans des écoles durant l'été, mais lorsque les écoles ont réouvert, parce que quand même sur Kaya, il y a une certaine sécurité, donc les écoles ont réouvert, cette population a été dispersée. Alors ils vont souvent dans les familles ou dans les connaissances aux alentours, mais il y a aussi énormément de squats qui ont été organisés avec les locaux administratifs ou autres immeubles ou maisons vides. Et les ONG et les associations ont fourni des tentes, mais là c'est pareil, les tentes c'est quelque chose qui ne fonctionne pas là-bas. Les personnes préfèrent les huttes de fabrication locale, c'est parce que c'est leur habitat naturel. L'aide alimentaire vient du Programme alimentaire mondial, qui a un bureau à Kaya d'ailleurs, mais bon, ça ne suffit pas. Alors la Caritas a sollicité l'appel d'urgence de Caritas Internationalis, puisque le Secours catholique et les Caritas font partie d'une ONG qui s'appelle Caritas Internationalis et qui est active dans 165 pays dans le monde. Donc ils ont fait appel à Caritas Internationalis qui a fourni des fonds pour de nouvelles distributions alimentaires. À chaque réception d'aide, en tout cas envoyée par la Caritas, ce sont les plus démunis qui sont ciblés pour que l'aide ne soit pas gaspillée. Il faut aussi fournir du matériel de stockage et des ustensiles de cuisine indispensables, parce que les gens qui sont partis, souvent ils sont partis sans rien. Ils ont tout de suite mis en place un transfert d'argent par téléphone, afin que les familles puissent payer des consultations de santé ou acheter des ingrédients de base pour cuisiner, de l'huile, du sel ou autre chose. Actuellement, avec la saison froide, il faut veiller à fournir des vêtements chauds et des nattes pour dormir. Et pour éviter les pillages, par exemple, mais il y a aussi une organisation qui se met en place, une foire aux ustensiles de cuisine, aux vêtements et aux couvertures sera organisée afin que les populations puissent acheter le nécessaire avec des bons d'achat qui leur sont préalablement distribués. Et il nous disait aussi que pour mener à bien l'aide aux réfugiés, avec donc ces problèmes de transfert d'argent sur téléphone ou d'organisation de foires, c'était une coordination entre le HCR et les ONG qui sont sur place. Et avant de terminer l'entretien, la BADELF nous a dit, je pense que vous le comprendrez, continuez à prier pour nous car les terroristes sont déjà dérangés par les prières des chrétiens. En résumé, l'information recueillie par mail depuis Kaya dans le jeu, c'est que la société burkinabé se fragmente. Et ce qui m'a été dit et qui là aussi m'a troublé par rapport à ce que j'avais vu en 2014, dans le pays des hommes intègres, où nous avions entendu, à cette époque-là, qu'une même famille pourrait, et ça c'est une vérité, hein, une même famille peut donner un évêque ou un imam. Et les responsables religieux des deux communautés participent aux fêtes des uns et des autres, ils s'invitent et les responsables répondent, ils y vont.
Et ils disent, on n'imaginait pas que la confiance se briserait. On n'imaginait pas que des Burkinabés puissent faire cela à d'autres Burkinabés. Voilà, ça leur paraît complètement inconcevable, mais malheureusement, c'est la réalité. Moi, ce que je peux dire de ce que j'ai ressenti, c'est que quand même, malheureusement, le gouvernement central délaisse un peu la partie nord qui est proche du Mali et sous couvert des attaques terroristes. Quoi. Les gens ne se sentent pas trop protégés. Merci de votre écoute. Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des organisateurs de ce café qui va nous permettre de parler un peu de la situation sécuritaire au Sahel. Pour l'instant, il n'y a pas encore de centre de commandement à Ouagadougou, malgré toutes ces multitudes d'attaques, parce que les attaques au niveau du Burkina Faso sont récentes par rapport au Mali, au Niger et au Tchad. Au Burkina Faso, les attaques ont commencé à s'intensifier à partir de 2015, avec le départ du Blaise Compaoré. Vous venez juste d'écouter M. Rouanet, qui a fait un peu la peinture de ce qui se passe à Ouagadougou. Bon, c'est vrai qu'il a ciblé la raison du Kaya, mais ce qu'il a dépeint, ça correspond aux réalités qui se passent même au sud et même à l'est aussi. Et ce que moi je vais vous fournir comme information, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous donner des détails avec plus de précision comme il vient de le faire. Moi je vais juste vous parler un peu des aspects stratégiques et politiques concernant ces 5 pays. Et ça sera beaucoup plus axé sur les 3 pays. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, étant donné que la Mauritanie et le Tchad sont moins touchés que les 3 que je viens de citer. Je vais tout d'abord commencer par les enjeux internationaux, ensuite le cas spécifique de Burkina Faso. Mais avant, je vais vous donner quand même un propos introductif. Pendant que le reste du monde se projette vers l'avenir et se lance dans une conquête spatiale, le continent africain et particulièrement la zone sahélo-saharienne cherche à fond et à tâtons la stabilité, toutes les stabilités politiques, sociales, économiques, culturelles et démographiques. Le Sahel, en effet, est devenu, au cours de la dernière décennie, le terreau d'une série de conflits multiformes, le point focal d'attaques terroristes répétitives. L'insécurité est devenue de plus en plus menaçante, grandissante et permanente. Les principaux vecteurs de cette situation d'instabilité et d'insécurité sont connus. La crise libyenne de 2011, qui est en quelque sorte le paroxysme du printemps arabe débuté en 2010, la crise malienne germée en 2011 et explosée en 2012, qui est le résultat à la fois de la rébellion Touareg et du coup d'État du 22 mars 2012. L'incendie qui est ainsi déclenché se propage avec la bénédiction de la porosité des frontières et la faillite des États. La crise est profonde. Elle mêle rébellions de bandes armées, insurrections djihadistes, coups d'État, trafic illicite de drogue, trafic d'armes, de migrants et de conflits intercommunautaires. Les interventions internationales multiples n'ont pas réussi à juguler la crise. Dans la foulée, la France, ancienne puissance coloniale, qui s'est engagée dans ce bourbier depuis 2013, l'opération Serval, qui a rencontré un succès au niveau du Mali, puis l'opération Barkhane en 2014 avec 4500 hommes. La France initie avec les 5 pays, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et le Mali, une coalition militaire et politique qui est censée ramener la paix au Sahel et propulser le développement de ces pays. Le G5 Sahel, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'un cadre institutionnel
de coordination et de suivi de coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. Le G5 Sahel est créé du 15 au 17 février 2014 par 5 États. Si vous avez remarqué dans la définition du G5 Sahel, il ne s'agit pas seulement d'une organisation pour lutter contre l'insécurité, mais aussi une organisation pour le développement de cette zone de l'Afrique, le Sahel. Entre querelles diplomatiques, difficultés de financement et insuffisance logistique, le G5 Sahel est sombré dans une sorte de mort cérébrale. Pendant ce temps, les terroristes, eux, ne s'affaiblissent pas. Les combats font rare. Plus de 4000 personnes ont été tuées dans les attaques terroristes en 2019 au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Le nombre de déplacés a été multiplié par 10, approchant le million. Le Burkina Faso, c'est le pays qui paie le plus lourd tribut. Le nombre de personnes tuées est passé de 80 en 2016 à plus de 1800 en 2019 selon Mohamed Ibn Chama. Mohamed Ibn Chama est le représentant de l'ONU au Sahel. Plus de 2000 écoles ont été fermées au Burkina Faso. La colère monte à tous les niveaux, des populations au gouvernement. La France, maître danseuse, doit maintenant changer de pas de danse. Le 4 décembre 2019, lors d'un sommet de l'OTAN, le président de la République française, Emmanuel Macron, convoque ses homologues pour des clarifications à Pau, le 16 décembre. Convocation qui a été largement critiquée, jugée condescendante et appréciée diversement par les Africains. Un sommet extraordinaire devait vite se tenir à Ouagadougou pour une concertation préalable. La question était simple. Fallait-il venir à Pau pour répondre à Emmanuel Macron ou pas? Donc, Pau ou pas Pau? Et si Pau il y a, qu'allons-nous dire? Telle était la question. Mais Ouagadougou n'accueillera pas ce sommet. Une attaque inattendue à Inak au Niger fait 71 morts et oblige les États à se réunir à Niamey le dimanche 15 décembre. Il faut en profiter, préparer la réponse à donner au président français. Pau va finalement avoir lieu le 13 janvier 2020 et accouchera des mesures suivantes. Je vais aller rapidement vous donner les mesures qui ont été adoptées lors du sommet de Pau. Première mesure, cette mesure a concerné l'offensive militaire. L'offensive militaire contre les terroristes. Avant Pau, presque tous les Africains, la majorité, revendiquaient le retrait des forces françaises, notamment la force Barkhane. Mais à Pau, non seulement il n'y a pas eu de retrait de la force Barkhane, mais surtout il y a eu un renforcement de la force Barkhane avec l'envoi de 220 soldats de plus. Ils ont également décidé un recentrage de la force Barkhane et une reconcentration des efforts opérationnels dans le Liptako-Gourma, une zone à cheval sur les 3 frontières, Mali, Niger et Burkina Faso. Comme M. Rouanet vient de le dire, ces 3 pays constituent en fait l'épicentre même des attaques terroristes et c'est en même temps un verrou pour cette zone de l'Afrique. Parce que si ces 3 pays sont ébranlés, toute l'Afrique sera probablement ébranlée. La mesure sur les échecs des opérations militaires, on a décidé d'un renforcement capacitaire des militaires des 5 États membres du G5 Sahel. Le pilier prendra appui sur les efforts déjà engagés par l'ONU et l'Union européenne, mais aussi de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. On sait déjà que le 8 février dernier, l'Union africaine a tenu une rencontre à Addis Abeba
Et lors de cette rencontre, le président burkinabé, qui est en même temps le président en exercice actuel du G5 Sahel, a interpellé l'Union africaine à endosser les mesures qui ont été prises à Pau, notamment sur la question donc, du renforcement capacitaire et militaire et la contribution financière pour la mise en œuvre des mesures de Pau. Troisième mesure sur la restauration de l'État. Quand on parle de restaurer l'autorité de l'État, d'aucuns parlent de la construction de l'État, mais ce qui est sous-entendu, c'est qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. Et c'est cette absence d'autorité de l'État qui permet aux terroristes justement de pouvoir facilement recruter des partisans. Il y a une accélération du retour de l'administration et des services publics sur l'ensemble des territoires concernés par la question, en particulier les chaînes pénales et judiciaires essentielles pour le retour de l'état de droit. Cet effort s'appliquera prioritairement à Kidal, qui est vraiment une zone carrément confisquée par les terroristes. Sur la construction et aide au développement, un appel a été fait aux partenaires internationaux à concrétiser les engagements pris en décembre 2018 à la conférence des donateurs de Nouakchott pour la mise en œuvre du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Par ailleurs, les chefs d'État appellent les partenaires des États du G5 Sahel à accroître leur assistance et leur soutien afin de permettre de faire face aux nouveaux défis humanitaires que sont les déplacés internes, les réfugiés, la fermeture des écoles et la santé. Il y a d'une part ces mesures, mais il y a d'autre part la situation qui reste inchangée. Ces questions qui se posent, que faut-il faire? Quels sont les enjeux internationaux si ce qui se passe au Sahel en termes d'attentats pourrait se passer en Europe? Beaucoup d'analystes ne sont pas d'accord. Ils pensent que poser la question de cette manière va amener des pays comme la France à mener une guerre préventive. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les groupes terroristes qui interviennent en Afrique, aucun de ces groupes n'a encore frappé la France. Et donc, considérer que c'est une menace qui peut potentiellement arriver en France, c'est une excuse. Mais moi, je pense que quand on refuse de poser la question de cette manière, on refuse aussi de voir la réalité. Parce que le terrorisme qui se prévoit en Afrique, ce n'est pas une unité étatique. Ce sont des individus. Ce sont des individus qui se déplacent. Ce sont des individus qui ne considèrent pas les frontières. Et nul ne peut dire que si ces pays s'ébranlent, la menace ne va pas se propager en Europe. Un deuxième enjeu que j'ai pu retenir, c'est le phénomène migratoire. Moi, je considère que cet enjeu, en fait, constitue le deuxième enjeu le plus probable et le plus réel en réalité. Parce que quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, vous ne pouvez pas demander à un jeune qui habite à Yirgou de faire le choix entre Paris et Dori. Il va dire, bon, je préfère Dori. Quand il sait qu'il ne peut pas dormir la nuit, il ne peut plus aller à l'école. S'il y a la moindre possibilité de franchir les frontières pour aller ailleurs, ce jeune n'hésitera pas. Donc il y a un désespoir qui est là. Et pour combattre le terrorisme, il faut d'abord s'attaquer au désespoir. Et ce phénomène migratoire qui va certainement s'accélérer si la question du terrorisme n'est pas résolue, va forcément créer aussi des problèmes politiques et même économiques au niveau de l'Europe. L'Europe essaie depuis longtemps de contrôler ses frontières, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle a déjà institué un certain nombre de mesures qui l'empêchent de mener des contrôles efficaces. Quand vous avez déjà une politique de libre circulation des personnes et des biens, vous ne pouvez pas à la fois
proclamer la liberté de circulation et vouloir aussi contrôler. C'est une chose et son contraire. Un troisième enjeu que j'ai pu également noter, c'est la crise humanitaire. Du point de vue matériel, parce qu'on a des gens qui sont dans le besoin, tant que le phénomène terroriste persiste, il y aura des individus qui seront dans le besoin. Et dès lors que ces individus sont dans le besoin, ça ne relève plus seulement de la responsabilité des États concernés, mais une responsabilité mondiale, comme M. Rouanet vient de souligner, quand par exemple le PAM intervient, ça veut dire forcément que le monde entier se sent concerné. C'est une déshumanisation de l'homme quand on regarde certaines images des attaques terroristes. Les viols des femmes, ils ont coupé les oreilles des femmes et des enfants. C'est une atteinte à la dignité humaine et moi je pense que c'est un rabaissement de l'être humain. Et ça, c'est une forme de crise humanitaire. Quand on parle de crise humanitaire, ce n'est pas forcément seulement le côté matériel, mais aussi l'individu que l'on sosifie. On considère que ce n'est plus un être humain. Ça, c'est une crise humanitaire pour l'homme. Un cinquième enjeu qui, a priori, n'est pas visible, tant que le terrorisme persiste toujours en Afrique. Si par exemple le G5 Sahel faillit, c'est en même temps une faillite, un échec de la démocratie libérale. Puisqu'en fait, le rôle de la France et des États-Unis, notamment en Afrique, c'est justement pour la création des États démocratiques, réussir à faire fonctionner la démocratie en Afrique. Et donc, si le terrorisme gagne du terrain, ça veut dire que c'est la démocratie qui perd. Un sixième, qui va concerner un peu le changement du chemin de la diplomatie. Le départ de la France que l'on revendique, peut-être qu'elle sera beaucoup plus précipitée, parce qu'on a beaucoup d'autres puissances qui sont à la porte. Ça ne veut pas dire forcément que ces pays sont enchantés à intervenir, mais si le terrain est vide, forcément, il y aura d'autres puissances en Afrique. Notamment, je parle par exemple de la Russie, qui frappe à la porte. C'est vrai que les analystes disent que la Russie n'a pas intérêt à y aller, mais elle peut y aller également pour les mêmes raisons que la France, pour des raisons géopolitiques. C'est pas forcément qu'elle a des intérêts matériels comme ça, mais elle peut y aller pour des raisons géopolitiques, parce que si la Russie arrive à avoir une grande partie de l'Afrique, ça, du point de vue de la géopolitique, ça donne une certaine image de la Russie, ça donne une certaine puissance aussi à la Russie. Parce que la France, quand la France dit qu'elle est grande, c'est aussi parce que une grande partie de l'Afrique fait partie de la France. Et qu'en est-il de la situation spécifique du Burkina Faso? La situation locale au Burkina Faso, bon, c'est vrai que là on va aller plus vite. Je vais peut-être donner un bref historique de la crise. Et la crise remonte 2014. Je dis 2014, c'est pas vraiment les origines, mais je vais donner une période à partir de laquelle il y a effectivement des attaques terroristes. Sinon, la crise, elle remonte plus loin que ça, depuis 2010, 2009, 2011, il y a eu des mutineries au Burkina Faso ils ont commencé à stabiliser un peu le pays, mais c'est véritablement à partir de 2014, avec la chute de Blaise Compaoré, le 30-31 octobre 2014, avec l'insurrection populaire, qui a commencé vraiment à créer une grande instabilité au Burkina Faso. En 2015, il y a eu les élections du président actuel, Roch Christian Kaboré. Et l'événement majeur qui peut vraiment expliquer aussi l'instabilité, c'est la dissolution du régime présidentiel, RSP, qui était en quelque sorte la forteresse de notre pays, et ça a été dissous. Et suite à la dissolution, il y a beaucoup, même donc, beaucoup de militaires qu'on n'a pas pu récupérer.
On ne sait pas où ils sont allés. Et au sein de l'armée, il y a eu une dislocation jusqu'à la hiérarchie. L'armée est carrément disloquée. Et pour ceux qui connaissent l'armée, c'est d'abord la rigueur, la hiérarchie, le respect. Le 1er janvier 2019, compte tenu du grand nombre d'attentats qui surviennent au Burkina Faso, le président a décrété l'état d'urgence sur cette région du Burkina. Le nom, ce sont les groupes terroristes appelés Ansarul Islam, qui sont... C'est un nouveau groupe, en réalité, qui vient de se créer en 2016, avec des éléments locaux de la région. Leur leader, c'est quelqu'un de la région, donc c'est un Burkinabé. C'est pour cela que le combat contre ce groupe est très compliqué, parce que ce sont des gens qui connaissent déjà le terrain, qui connaissent le pays, qui ont peut-être même des amis ou même des membres de famille dans l'armée. Et quand souvent j'entends que l'armée a tué tant de terroristes au Burkina Faso, on a envie d'applaudir, mais en même temps, on ne peut pas applaudir parce qu'on se rend compte que ce sont des Burkinabés qui sont tués. À l'Est, on a deux groupes qui interviennent. On a l'État islamique, qu'aujourd'hui on appelle l'État islamique au Grand Sahara, et AQMI. AQMI, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. A priori, quand on dit que AQMI et l'IGS, l'État islamique au Grand Sahara, interviennent ensemble à l'Est, on va se dire, mais on connaît ces deux groupes, on connaît leurs divergences, comment ces groupes peuvent s'entendre et coexister à l'Est du Burkina Faso. AQMI ne traumatise pas, par exemple, les populations locales. AQMI intervient, AQMI utilise des méthodes de détournement, parce que l'idéologie d'AQMI, c'est quoi? C'est retourner la population contre l'idéologie occidentale. C'est la raison principale. Alors que l'IGS, l'État islamique, quand eux ils arrivent, ils terrorisent la population, ne font pas la distinction entre militaires et population. Donc, a priori, ces deux méthodes, l'une dessert l'autre. Mais bon, elles coexistent quand même. Mais c'est peut-être aussi notre malheur, mais c'est la première fois que ces deux groupes qui ont des méthodes différentes, donc, créent une sorte d'entente circonstanciée à l'est du Burkina Faso pour frapper les Burkinabés. Mais les gens expliquent en réalité, c'est parce qu'ils ont un ennemi commun. Leur ennemi commun, c'est bien sûr le G5 Sahel. C'est vrai qu'au Burkina Faso, les attaques sont beaucoup plus récurrentes qu'ailleurs, mais cela se comprend aussi parce que depuis le 5 février 2019, c'est le Burkina Faso qui gère la présidence du G5 Sahel. Et aujourd'hui même, dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, les présidents du G5 Sahel se réunissent. Et notre président Roch Marc Kaboré, qui est le président depuis le 5 février 2019, va céder le témoin au président mauritanien. Bon, on espère que la donne va changer. Bon, en tout cas, on espère beaucoup de la Mauritanie parce que depuis 2011, la Mauritanie n'a pas encore connu d'attaque. Il y en a qui disent que voilà, la Mauritanie a passé un pacte avec les terroristes, c'est pour ça. Mais on connaît aussi les méthodes que les Mauritaniens ont mis en place. Voilà, peut-être que c'est ça aussi qui marche, quoi. Toujours dans la situation locale du Burkina Faso, il y a deux points sur lesquels j'ai vraiment voulu m'attarder. Sur la coproduction de la sécurité. J'ai intitulé ça coproduction parce que tout récemment, ceux qui suivent un peu l'actualité du Burkina Faso ont déjà entendu parler du recrutement de volontaires pour aider l'armée. Et deuxièmement,
j'ai intitulé ça Culture et terrorisme, parce qu'il y a également eu une réunion des ministres de la culture du G5 Sahel à Ouagadougou. Donc, on s'interroge donc sur cette réunion, qu'est-ce que la culture peut apporter dans la lutte contre le terrorisme. Un petit texte de l'UNICEF qui résume clairement l'apport de la culture dans la lutte contre le terrorisme. Bon, il y a un sentiment anti-français en Afrique. Moi, j'avais listé un certain nombre de raisons qui motivent donc ce sentiment. C'est vraiment pas un sentiment anti-français. Il y a d'abord l'absence de résultats dans les opérations militaires. Donc les gens sont frustrés, ils ont besoin de la paix. Il y a une force qui est présente en Afrique depuis 2013. Jusqu'à présent, on n'a pas de résultats. Il y a comme une certaine incohérence entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Qui peut et n'empêche pêche. Quand vous donnez l'impression de pouvoir faire quelque chose et vous ne le faites pas, forcément, les gens vont avoir de mauvais jugements à cet égard. Et deuxième élément, moi je pense également qu'il y a un vrai problème de communication, parce que la France ne communique pas sur ces opérations. La France ne communique pas. Et il y a des accusations qui s'élèvent de gauche à droite. Expliquez les gens ce qui se passe. Les gens manquent d'informations. Ils n'ont pas ces détails-là pour comprendre les raisons qui empêchent par exemple à la France d'intervenir dans telle ou telle situation. Il faut les expliquer. On sait que la question de la sécurité, c'est une question de souveraineté. Et la France ne peut pas intervenir tant qu'on ne lui a pas fait la demande. Et même quand on lui fait la demande, il y a des circonstances dans lesquelles elle ne peut pas intervenir. Tout ça, ça compte. Mais comme les gens n'ont pas ces détails, dès qu'il y a un petit truc et la France n'intervient pas, on va dire, mais vous ne pouvez pas avoir ces drones-là, avoir cette armada de fusils et les terroristes qui circulent avec des motos et vous ne pouvez pas les abattre. Troisième élément, c'est aussi l'environnement. L'environnement actuel ne plaide pas en faveur de la France. On a des débats sur le franc CFA. Il y a aussi l'histoire qui revient. Quand on parle de la France, on ne peut pas omettre tous ces aspects-là. Forcément, ça joue sur la position des populations. Quand vous envoyez aussi des gens sur un terrain pour combattre, ils meurent pour ça. Donc, il y a des militaires français qui meurent au Sahel. Et qu'on sort pour dire que vous avez un calendrier en filigrane, ça peut aussi énerver. Mais il faut essayer de comprendre les deux camps. Tant que vous n'expliquez pas pourquoi, les gens diront toujours qu'il y a un calendrier ailleurs. Parce que personnellement, moi je posais une question à un spécialiste du renseignement français. C'était l'année passée en janvier, c'était 23 ou 24, à l'Institut de haute études de la défense nationale à Paris. Il est venu pour faire un exposé sur les questions de renseignement dans le Sahel, qui sont au Niger depuis 2013, que même une fourmi qui passe dans le Sahel et le voit. Et à la fin de la conférence, il lui a demandé la question, comment se fait-il qu'en 2008, le 2 mars, les terroristes sont venus frapper l'ambassade de France et au Burkina Faso et frapper en même temps l'état-major de Burkina Faso. Vous n'avez pas pu les voir alors que vous voyez les fourmis qui marchent dans le sable. Voilà. Il n'a pas répondu, mais moi je pense que voilà, il y avait moyen de répondre, peut-être une réponse assez pédagogique pour expliquer pourquoi le renseignement, même ça, la France peut voir des trucs, mais elle ne peut pas dire. Le renseignement aussi, ça fait partie du domaine de la souveraineté, c'est des domaines très très délicat. C'est au sein des apports aussi qu'on peut travailler, faire en sorte que, voilà, bon, quand c'est comme ça, qu'on permette, on trouve des passerelles de donner l'information, parce qu'on sait que si on ne donne pas l'information, forcément, il y aura donc des pertes en vie humaine. On peut négocier avec les terroristes au Burkina. Voilà. Il y a des théories qui explique que Blaise aurait des relations aussi avec les terroristes, exactement comme les mêmes théories qu'on a pour la Mauritanie,
Blaise avait des relations privilégiées avec ces terroristes-là. Il avait signé un pacte de non-agression. Et comme il n'est plus là, voilà, les terroristes vont revendiquer leurs droits. Je crois que juste après l'élection de notre président, lui-même a dit clairement à la radio que les terroristes sont venus réclamer du matériel qu'ils avaient commandé avec Blaise. Et lui, il a dit que lui, il n'a pas signé un contrat avec les terroristes. Et du coup, voilà, bon, tout ce qui est des commandes passées avec Blaise, il faut aller les récupérer avec lui. Bon, je pense que je ne vais pas vraiment entrer dans cette polémique, mais tout ce qui relève donc théorie du complot, des trucs comme ça, moi je pense que il y a un auteur qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Michel Moulineau, donc la théorie du complot pour les nuls. Il a intitulé son ouvrage comme ça. Et à l'intérieur, il dit qu'il faut considérer la théorie du complot comme une énigme posée à notre intelligence. Croire qu'il y a le complot partout, c'est stupide. Et ne pas en croire, c'est ne pas être prudent. Moi, je pense qu'il faut prendre chaque question et l'étudier indépendamment et ne pas tomber dans la masse pour dire que bon, Blaise avait des ententes avec les terroristes. Voilà. Et s'il avait ça, pourquoi on n'a pas les fils pour défaire? Pourquoi on ne parle pas en Côte d'Ivoire discuter avec Blaise pour savoir quelles sont les raisons, quels sont ces accords-là? Est-ce qu'il y a une dette à payer? Moi, je pense qu'il n'y a pas de dette qui puisse être impayable, si ça existe, par rapport aux vies humaines que nous sommes en train de perdre actuellement. Si les Maliens ont déjà commencé, ça veut dire qu'il y a cette possibilité-là. Mais je vais répondre pour le cas de Burkina Faso. Moi, personnellement, je suis persuadé que le Burkina Faso n'est pas en position de négocier. Parce que pour négocier, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut réunir. Déjà, tant qu'il n'y a pas le moindre équilibre des forces, c'est compliqué de négocier, parce que même dans la négociation, on peut perdre. Si vous négociez et que vous n'êtes pas en position de force, vous allez forcément perdre. Et le Burkina Faso actuellement est en train de renforcer ses capacités militaires. Quand on va atteindre un certain niveau de réponse par rapport aux attaques terroristes, on peut maintenant négocier. C'est vrai qu'au sein des terroristes, il y a quand même aussi des failles. J'ai mentionné au début, c'est vrai qu'ils font des ententes circonstanciées, mais on peut néanmoins utiliser certaines failles pour négocier avec eux. Quand on prend AQMI, qui va venir procéder un peu comme la France l'a fait pendant la colonisation, l'assimilation, s'entendre avec la population locale, essayer de travailler au point de vue de la psychologie pour les détourner contre l'idéologie occidentale. C'est pas une méthode qui a priori est violente. Et l'autre, donc l'État islamique qui vient pour martyriser la population. Donc, si on passe sur la base de ces deux méthodes-là, on peut peut-être dire qu'il y a possibilité de négocier avec AQMI. Ils peuvent accepter, mais ça peut être juste des stratégies, juste pour avoir d'autres informations et mieux vous frapper. C'est pour ça que c'est très délicat. Quand on négocie, on ne sait pas si l'autre négocie sincèrement ou pas. Ce qu'on appelle le Manéga, ce sont des leaders donc, culturels du pays. On l'a appelé donc le comité de l'appel de Manéga. Il s'est constitué de 11 sages voilà, qui vont travailler sur la réconciliation nationale pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. Il y a un certain nombre de critères qui ont été définis pour sélectionner ces 11 sages qui vont siéger au sein de ce comité-là et travailler à ce qu'il y ait donc la réconciliation au Burkina Faso. Et ce que ce comité veut principalement, c'est le retour des exilés. Parce qu'on a beaucoup de Burkinabés, des leaders qui ont fui le pays depuis la chute de Blaise Compaoré. Et donc ce comité estime qu'il faut faire revenir toutes ces personnes-là qui effectivement elles veulent venir, mais à l'intérieur du Burkina Faso, il y a des voix qui s'élèvent pour réclamer justice, parce qu'il ne faut pas réconciliation pour réconciliation, il faut que d'abord qu'il y ait de la justice. Et le comité dit qu'on peut quand même rendre une justice conciliante.
Il y a la possibilité de rendre une justice conciliante. Sur la crise économique, je pense que c'est la conséquence première même de la crise sécuritaire, parce que personne ne va aller dans un foyer de guerre commencer son entreprise. C'est une évidence. Et, au Burkina Faso, surtout les sites miniers qui appartiennent pratiquement tous au Canada, ce sont des sites actuellement qui sont un peu en suspens, alors que c'est le secteur minier, c'est le pourvoyeur de l'économie burkinabé. Déjà, ces entreprises ne peuvent plus fonctionner parce que tout ce qui est occidental est perçu comme ennemi dans certaines zones du Burkina Faso. Alors qu'on sait que les plus grands investisseurs, ce sont des étrangers. Donc, le lien entre crise sécuritaire et crise économique, c'est le lien le plus évident possible que l'on puisse établir. Je ne l'ai pas mentionné parce que, bon, on sait déjà que cette crise sécuritaire va renvoyer le Burkina Faso peut-être à des décennies en arrière sur le plan économique. Tous ces pays-là sont paralysés. Ils vont rester dans un état éternel recommencement. Ça va prendre 10 ans, 20 ans pour lutter contre le terrorisme et après maintenant, commencer encore le développement. Alors, on est en train de mettre en place des structures qui vont combattre à la fois le terrorisme et combattre aussi la misère. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que ces deux combats, ce n'est pas contradictoire, mais dans la réalité, quand vous partez par exemple à Dori, c'est compliqué de mener des activités économiques à l'heure là, même si l'on veut le faire. Même si on peut mener les deux à la fois, je pense qu'il faut privilégier l'aspect sécuritaire, peut-être diminuer l'intensité des attaques, et après, on pourra maintenant venir sur l'aspect économique. Je comprends que, est-ce que les élections peuvent avoir une incidence sur la situation sécuritaire? Oui, évidemment. Pour le cas du Burkina Faso, je pense qu'on a la chance, nos partis politiques se sont réunis avec Géfirin Diabré, qui est le chef de file de l'opposition. Il a appelé à l'union, donc à la réconciliation nationale. C'est déjà une bonne chose, mais c'est la façade. Hein. À l'interne, on ne peut pas tout savoir. Il peut toujours y avoir des surprises. Mais je pense que si déjà ces grands leaders-là s'entendent, c'est eux qui drainent la population derrière. Quand eux ils disent quelque chose, la population s'adhère. Mais s'ils disent quelque chose d'unique, c'est déjà pas mal. Ce qui suit l'actualité, on a eu énormément de changements au niveau de la tête de notre armée. 2 ministres de l'armée, 2 états-majors, et même au niveau de la sécurité, 2 ministres de la sécurité, 3 ministres de la sécurité en 2 ans. Ça veut dire forcément qu'on est dans une situation de tâtonnement. Voilà. Tout est désorganisé et on met un homme, et si ça ne marche pas, on met un autre. Mais au fond, c'est la population qui dicte le tempo. Parce que tant qu'il n'y a pas de résultat, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de sentiment anti-français. Les manifestations, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de résultat. Quand il n'y a pas de résultat, il y a des manifestations. Les gens ne sont pas contents et la hiérarchie est obligée de changer quelque chose. Au niveau donc, de la direction, donc on a changé les ministres de la Défense, chef d'état-major et ministre de la Sécurité. Mais une armée, ce n'est pas forcément la logistique, c'est d'abord l'organisation. Si l'armée est bien organisée, je pense qu'il y a quand même la possibilité de contrer ces attaques terroristes qui ne sont pas des attaques qui viennent avec des armes lourdes, je l'ai mentionné. Si notre armée est bien organisée, ce qu'on a comme matériel, ça suffit pour contrer les attaques terroristes. Je voulais vous remercier tous aussi d'être venus aussi nombreux, ce qui prouve votre intérêt pour cette région. Et le conférencier Gabriel disait, il faut envoyer des signaux à ceux qui souffrent, aux dirigeants. Et je pense que votre présence massive est un signal du fait que, même loin du terrain des opérations et des souffrances, vous êtes de tout cœur avec eux. Je pense que quand on est dans la situation dans laquelle ils sont, c'est quelque chose de très important
pour eux. Et ceux qui peuvent encore y aller malgré les difficultés, j'encourage toujours parce que je dis que pour ceux qui sont dans la peine là-bas, c'est vraiment un signe de réconfort. Là-bas aussi, ils cherchent des solutions. Vous voyez, on a parlé de recrutement des volontaires pour aller aider l'armée sur le terrain en ce qui concerne le Burkina Faso. C'est une question qui pose débat. Il y a cette question de aussi les Maliens qui discutent avec les terroristes. Et le conférencier disait qu'à Ouagadougou, on ne pourrait pas. Moi, mon sentiment, c'est que si les Maliens, le gouvernement malien arrive à obtenir des résultats avec les terroristes, eh bien, ça aura forcément de l'impact positif sur la situation au Burkina Faso. Et puis, ça me permet de vous répondre, c'est notre point. Pourquoi nous aurons du mal, nous, à discuter avec les groupes terroristes? C'est parce que, et il a déjà effleuré à un moment donné, c'est parce que le gouvernement actuel est pris comme un ennemi de certains groupes, en tout cas, parce qu'ils ont chassé leur ami qui s'appelle Blaise Compaoré. Et ce Blaise Compaoré aussi, là, il disait, s'il y avait des preuves par rapport à la situation aux élections contestées ou contestables d'Alassane Ouattara, le Burkina Faso, il y a eu des gens qui se sont entraînés au Burkina, des rebelles, c'est vrai, c'est avéré. Donc, on a dit que nous soutenions Ouattara parce qu'on dit qu'il était burkinabé. Enfin, je pense que ce soit la déstabilisation de l'armée dont il a parlé, qui fait que nous résistons moins, que ce soit le fait que les terroristes veulent se venger, je pense que notre ancien président a une responsabilité énorme dessus. Il a demandé, il a écrit une lettre au président actuel du Burkina en disant « Laissez-moi revenir au Burkina Faso, je vais vous aider à résoudre la crise sécuritaire. » Ça se trouve qu'il sait qu'il a des munitions, mais qu'il les donne, puisqu'il est patriote, qu'il les donne même là où il est. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de questions qu'on pourrait décortiquer. Même moi, j'avais des questions aussi à poser aux conférenciers. Quand j'ai dit les Mauritaniens ont une façon de faire, les pays qui viennent aussi pour remplacer la France, tu n'as pas cité la Chine, ça m'étonne beaucoup. Et puis les moyens de financement des terroristes, il faut parler du trafic de drogue. Ça, c'est une réalité aussi. Voilà, merci d'être venus aussi nombreux.